Bonsoir. La société de machines de vote Smartmatic poursuit Fox News, l'avocate Sidney Powell, l'ancien maire de New York Rudy Giuliani et d'autres. La société les accuse d'avoir diffusé de la désinformation sur ces logiciels. Smartmatic demande pas moins de 2,7 milliards de dollars de dommages et intérêts, affirmant qu'elle a été victime d'une campagne de désinformation. La société prétend que les personnes visées ont fait de fausses déclarations sur sa participation dans les élections et sur ses liens avec le Venezuela. Des éléments du procès auraient profité aux accusés qui ont gagné plus de spectateurs ou de lecteurs, récolté plus de dons ou ont fait de la publicité avec, je cite, les faveurs de l'administration sortante. Fox News et Powell ont déjà contesté les revendications des plaignants. Dans un courriel adressé aux médias frères de NTD Epoch Times, un porte-parole de Fox décrit le procès comme sans fondement. En décembre, le média a décidé de diffuser des reportages remettant en question ses précédentes affirmations, et ce après que Smartmatic ait menacé de porter plainte. Smartmatic a déposé sa plainte devant un tribunal de l'État de New York à Manhattan. Les agents des douanes et de la protection des frontières ont arrêté un groupe de 11 Iraniens entrés illégalement aux États-Unis. Le groupe a été aperçu sur un pont dans le secteur de Yuma en Arizona. Selon un communiqué de presse des services aux frontières, des agents ont vu le groupe près de San Luis, en Arizona. Les agents de la patrouille frontalière ont alors estimé que le groupe avait illégalement franchi la frontière internationale vers les États-Unis. Le groupe de 5 femmes et 6 hommes a été arrêté et conduit à la station de Yuma pour y être interrogé. Ils étaient tous originaires d'Iran. L'agence indique que les agents du secteur de Yuma croisent régulièrement des personnes du monde entier, et que les agents du secteur de Yuma ont permis l'arrestation de passeurs illégaux originaires d'Iran. Ces arrestations surviennent alors que le président Joe Biden fait face à 2 procès du Texas et de l'Arizona au sujet de ces moratoires sur les expulsions. L'ancien ministre du Logement et du Développement urbain, Ben Carson, lance un groupe de réflexion à but non lucratif, baptisé l'Institut américain Cornerstone. Selon son site web, l'Institut recherche des solutions de bon sens aux problèmes les plus urgents de l'Amérique en se concentrant sur les principes fondateurs du pays. Carson écrit que l'objectif de son organisation est de guérir, d'inspirer et de faire revivre l'Amérique. Dans un commentaire sur la politique claire et réelle, Carson a déclaré que son groupe de réflexion se concentrera sur les problèmes liés à la vie urbaine américaine, à l'éducation, à la liberté religieuse et à l'autosuffisance. Carson est le plus récent fonctionnaire de l'administration Trump à commencer ou à reprendre sa carrière de chercheur. Le mois dernier, le groupe de réflexion conservateur Hudson Institute a accueilli le retour de la secrétaire au transport de l'administration Trump Ellen Chao, ainsi que l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo. Les démocrates de la commission judiciaire de la Chambre s'opposent à un nouvel amendement. Il exigerait que chaque réunion commence par la récitation du serment d'allégeance. Le député Matt Gaetz a proposé l'amendement. Les républicains se sont prononcés en faveur de la proposition, mais les démocrates ont fait valoir qu'elle n'était pas nécessaire. Gaetz a déclaré que ce serait un beau geste dans l'esprit de la fierté nationale, et que ce serait un moment unificateur. La députée Mary Scanlon s'est opposée à l'amendement, suggérant que la commission judiciaire pourrait assister à la récitation du serment à l'Assemblée. Le député Mike Johnson a soutenu Gaetz, et a souligné que cela ne fera pas double emploi car les affaires de la commission sont distinctes. Il a également fait remarquer que les législateurs sont souvent trop occupés pour assister au serment dans l'hémicycle. Un avocat de Floride se range du côté de l'ancien président Trump dans une controverse concernant sa résidence permanente à Mar-a-Lago. Un avocat de la ville de Palm Beach affirme que l'ancien président Trump a le droit de résider à plein temps dans sa résidence balnéaire de Palm Beach en Floride. Cette décision fait suite à la plainte de certains habitants de la ville au sujet de sa résidence permanente dans le resort. L'avocat John Randolph a déclaré que Trump peut être considéré comme un employé de la station. Le code de zonage local l'autorise donc à y vivre. Le code de la ville inclut les propriétaires d'entreprises et les employés. Trump a converti Mar-a-Lago en club privé en 1993. Son avocat a déclaré à l'époque au conseil municipal que Trump ne continuerait pas à y vivre. Certains voisins ont déclaré que l'ancien président avait violé l'accord de 1993. Le conseil municipal abordera la question lors de sa prochaine assemblée. Trump a déménagé de sa résidence de Trump Tower de New York à Mar-a-Lago en 2019. Depuis qu'il a quitté ses fonctions le 20 janvier, il vit dans la station de Mar-a-Lago avec sa famille. Le président de CNN, Jeff Zucker, a déclaré qu'il quitterait son poste à la fin de l'année. Zucker dirigeait le réseau pour la couverture de l'administration Trump, mais maintenant que la nouvelle administration est en place, les audiences du réseau sont en chute libre.
Le président de CNN, Jeff Zucker, a déclaré jeudi dernier aux employés qu'il resterait à son poste jusqu'à la fin de l'année lorsque son contrat arrivera à son terme. Brian Stelter, expert de CNN, a déclaré que Zucker avait dit au personnel que vers novembre-décembre, il avait décidé qu'il était temps de passer à autre chose, mais Zucker a depuis changé d'avis. Président de CNN depuis 2013, il avait annoncé au personnel en octobre dernier qu'il partirait après les élections. Selon Stelter, Zucker aurait dit à son personnel qu'il avait beaucoup de choses à considérer car l'industrie était en train de changer et CNN aussi. La décision de Zucker intervient alors qu'un certain nombre de médias sont en train de chercher comment ils pourraient couvrir l'actualité depuis le départ de Trump et comment ils pourraient couvrir la nouvelle administration. Depuis 2015, Trump était en effet le cœur de la couverture médiatique américaine. Selon un rapport de Variety, les cotes d'écoute de CNN, MSNBC et Fox News ont baissé au cours de la première semaine de la prise de fonction de Biden. Cependant, CNN semble être particulièrement touché. Selon Variety, l'audience du réseau avait chuté de 44% sur les 3 heures de prime time par rapport à la semaine précédente, alors qu'en novembre 2020, CNN avait connu ses meilleures audiences de tous les temps. Le mois dernier, Zucker a également annoncé que le réseau de CNN dans les aéroports, qui avait été créé en 1990, fermera définitivement au mois de mars. La plateforme de médias sociaux Parler n'a plus de PDG, il a été licencié, mais tout le monde ne s'accorde pas sur les raisons de son licenciement. John Mazzei, le PDG de Parler, a été licencié. Il affirme que le conseil d'administration de Parler a validé cette décision le 29 janvier. Dans un mémo obtenu par Epoch Times, Mazzei a déclaré « J'ai rencontré une résistance constante à ma vision du produit, à ma croyance forte en la liberté d'expression et à mon point de vue sur la façon dont le site Parler devrait être géré. Par exemple, j'ai plaidé pour une plus grande stabilité du produit et pour ce que je crois être une approche plus efficace de la modération du contenu. Mais l'investisseur et animateur conservateur Dan Bongino n'est pas d'accord avec la version de Mazzei. Dans une vidéo sur Facebook, Bongino a déclaré que les affirmations de Mazzei concernant la liberté d'expression et la stabilité du produit ne sont pas vraies. Il a dit, je cite, « La relation entre Parler et le PDG n'a pas fonctionné parce que la vision du PDG n'est pas la nôtre. » Bongino affirme que Parler aurait pu se remettre en une semaine s'il avait accepté de modérer fortement le contenu, mais il dit que lui et les autres patrons ne voulaient pas faire cela et c'est pourquoi Parler prend autant de temps pour se relever. Apple, Google et Amazon ont laissé tomber Parler le mois dernier après les violences au Capitole, invoquant le manque de modération du contenu. Il a été désactivé depuis. L'ancien PDG prévoit de prendre quelques semaines de congé, puis il cherchera de nouvelles opportunités, ajoutant qu'il ne dit pas adieu, mais juste au revoir. La décision de Biden d'arrêter le projet de l'oléoduc Keystone XL ne touche pas seulement les quelques 10 000 emplois qui ont été immédiatement perdus, elle affecte également de nombreuses familles qui se transmettent le métier de génération en génération, ainsi que les communautés locales constituées par les travailleurs de passage. Pour certains, travailler sur le réseau d'oléoduc est plus qu'un simple travail, c'est un métier familial qui est dans le sang de nombreux pipeliners. Les fondateurs d'AmericanPipeLiner.com affirment que les emplois perdus suite à l'arrêt du projet sont saisonniers mais pas temporaires. Ils disent que les pipeliners sont des nomades qui se rendent sur les chantiers au printemps et rentrent chez eux en hiver. Selon Tim Latter, les pipeliners ont le sentiment de ne pas être représentés au sein du gouvernement. Les gens sont furieux de ne pas avoir un meilleur mandat. Vous savez, nous avons un groupe Facebook qui compte plus de 100 000 pipeliners, et ils expriment tous leur frustration, et ils se sentent absolument trahis. Vous savez, leurs moyens de subsistance à eux sont en train de leur être retirés. Et ils n'ont pas d'autre solution de repli. Tim Latter affirme que les travailleurs du pipeline doivent désormais trouver des emplois locaux qui paient moins de la moitié de ce qu'ils gagnaient, mais les retombées ne s'arrêtent pas là. Selon la fondatrice Ashley Latter, les communautés sont touchées à un moment où elles ont vraiment besoin de soutien pendant la pandémie. Cela va avoir un impact sur les moyens de subsistance de tout le monde, les hôtels, les restaurants, les centres de lavage de voitures, toute l'économie locale. Toutes ces personnes ont déjà été touchées par le Covid au cours de l'année dernière. Évidemment, ils ont été très touchés. Et ce projet aurait été un énorme coup de pouce pour leur économie et leurs moyens de subsistance. Carter Knox est un pipeliner de 22 ans de la 4e génération. Lorsque la pandémie a frappé, il a dû puiser dans son fonds de retraite pour nourrir sa famille. Il a un fils de 3 ans. Il était impatient de travailler sur le projet Keystone avant que le président Biden ne retire le permis. Selon ce jeune père de famille, la suppression de son emploi principal entraîne des dommages collatéraux.
Chaque fois que vous tuez de grands projets, vous tuez tous les petits projets qui les soutiennent. Quand le permis de ce grand projet de l'éoduc a été retiré, oui, ça fait mal à 12 ou 13 000 personnes qui travaillaient spécifiquement sur cette ligne. Mais il ne faut pas oublier les 50 000 personnes qui construisent les lignes qui partent de cette même ligne et qui se dirigent vers les maisons, les villes et les villages. Les républicains ont présenté un projet de loi visant à poursuivre le projet de pipeline Keystone XL en contournant le décret présidentiel. Amazon prévoit d'installer des caméras vidéo à intelligence artificielle dans ses fourgons de livraison, cherchant ainsi à améliorer la sécurité des conducteurs, mais certains disent que cela soulève davantage de préoccupations en matière de protection de la vie privée. Amazon veut garder un œil sur ses chauffeurs de livraison. Elle prévoit d'installer des caméras à intelligence artificielle dans les camionnettes de livraison pour surveiller le comportement des chauffeurs. Cette technologie donnera aux chauffeurs des notifications audio en temps réel s'ils ne s'arrêtent pas au panneau, ne respectent pas les distances de sécurité, roulent trop vite ou freinent brutalement, etc. Selon Amazon, ces caméras sont destinées à améliorer le comportement des conducteurs et à réduire les accidents. L'entreprise a déjà attiré l'attention dans le passé pour des accidents impliquant ses livreurs. Ils ont été impliqués dans au moins une douzaine de décès, mais comme les chauffeurs ne sont pas considérés comme des employés, l'entreprise a été dégagée de toute responsabilité. L'initiative est similaire à la flotte de camions longue distance d'Amazon où des caméras Smart Drive surveillent les chauffeurs. Selon Amazon, si les caméras enregistrent en permanence des vidéos, elles ne téléchargeront que les images qui sont liées à des actions dangereuses. Google sort un nouvel outil pour mesurer votre fréquence cardiaque et votre rythme respiratoire et tout ça avec votre smartphone. Pour mesurer votre pouls, il vous suffit de placer votre doigt sur l'objectif de l'appareil photo. Il capte des changements de couleur subtils liés à la circulation sanguine. Et pour mesurer la respiration, vous devez vous enregistrer en train de respirer pendant 30 secondes. Il utilise les mouvements de la poitrine pour calculer le rythme. Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible sous forme de mise à jour de l'application Google Fit à partir du mois prochain. Un ancien habitant de Wuhan raconte à quoi ressemble le confinement en Chine. Il vivait dans cet épicentre du virus du PCC lorsque la pandémie a frappé. Un habitant de Wuhan raconte comment il a vécu le début de la pandémie de l'intérieur de l'épicentre du virus. La maison de Liu Jiaxing était à 10 minutes à pied du marché de fruits de mer de Huanan, un endroit que beaucoup soupçonnaient d'être à l'origine du virus. Fin 2019, lorsque l'infection a frappé la Chine pour la première fois, Liu n'avait aucune idée de la gravité de la situation. Les médias chinois disaient que le virus ne se propagerait pas entre les humains. J'ai donc baissé ma garde. Après être allé dans des endroits bondés à plusieurs reprises, j'ai commencé à avoir des symptômes. Je crachais du sang en toussant et j'avais de la fièvre. J'étais très nerveux. Les autorités chinoises ont refusé d'admettre que la transmission interhumaine était possible jusqu'au 20 janvier de l'année dernière. Après l'apparition de ces symptômes, Liu a cherché à se faire soigner, mais cela ne s'est pas bien passé. L'hôpital m'a dit que je devais d'abord obtenir la permission du centre communautaire pour pouvoir me faire soigner. Mais après que je sois allé au centre communautaire, ils m'ont demandé de fournir d'abord un diagnostic de l'hôpital. J'ai fini par me remettre du virus en faisant de la méditation à la maison. Mais mon odorat et mon goût sont perdus à jamais. Mais le manque de traitement médical n'était pas le seul problème. 3 jours après que les autorités ont annoncé que la transmission interhumaine était possible, Wuhan et ses 11 millions d'habitants ont été brutalement placés sous quarantaine stricte au milieu de la nuit. Les résidents ont été empêchés de quitter Wuhan. Dans certains quartiers, on a même empêché les gens de quitter leur maison. Liu explique que pendant le confinement, la seule nourriture à laquelle il avait accès était des nouilles instantanées. Il blâme la façon dont le régime chinois a géré la situation. Je savais que de nombreux habitants de Wuhan étaient infectés par le virus. Mais les hôpitaux ont refusé de les soigner. Ils ne pouvaient pas non plus quitter leur maison et mouraient chez eux. Liu dit aussi ne pas croire aux chiffres officiels de la Chine. Il explique qu'à l'époque où le nombre officiel de décès était d'environ 3000, un ami travaillant dans un funérarium local lui a dit qu'au plus fort de la crise, le nombre de décès quotidiens dépassait les 5000. Wuhan a assoupli son confinement en avril 2020. Liu a saisi l'occasion pour fuir la Chine. Il vit maintenant à Los Angeles.
La valeur de marché des grandes compagnies chinoises de l'intelligence artificielle a chuté de près de 2 milliards de dollars en un seul jour. Les experts pensent que les investisseurs chinois ont moins confiance dans leur industrie technologique suite à l'interdiction américaine sur les exportations, et ce malgré les subventions de l'État perçues par ces compagnies. Le cours des actions de la compagnie chinoise iFlyTek, spécialisée en intelligence artificielle ou IA, a plongé de 10% mercredi dernier. Cela a coûté près de 1,7 milliard de dollars de valeur de marché à la compagnie en une seule journée. Les raisons de ce crash? Certains suggèrent que les recettes de la compagnie pour l'année passée ont été inférieures aux attentes. Le leader de l'IA a répondu en disant que les revenus nets de 2020 ont augmenté de 50 à 70% année après année, mais la bonne performance pourrait être expliquée par les subventions du gouvernement. L'entreprise a réalisé un profit net de 40 millions de dollars dans la première moitié de 2020, mais elle a reçu près de 60 millions de dollars de subventions publiques durant cette même année. Ces subventions ont fait grimper le profit net de 50%. Le professeur en affaires Frank Sieh de l'Université de Caroline du Sud affirme que c'est un exemple de la manipulation de l'économie par le régime chinois. C'est pour lui une preuve que les compagnies chinoises qui perçoivent des subventions ont un avantage concurrentiel déloyal face aux entreprises occidentales. Cela montre que le PCC subventionne massivement les entreprises. Sans l'aide du gouvernement, ce serait probablement difficile pour ces compagnies d'État de survivre. Le plus grand choc pour iFlyTek s'est passé en 2019 quand l'entreprise a été ajoutée à la liste noire américaine. Cela a empêché l'entreprise d'acheter des technologies américaines telles que des puces électroniques, des pièces importantes en électronique. La décision d'ajouter l'entreprise sur la liste noire fait suite à l'implication de la compagnie dans des violations des droits de l'homme, spécifiquement dans la région chinoise du Xinjiang. iFlyTek a été accusé de vendre au Parti communiste chinois des technologies qui sont utilisées pour opprimer la minorité ethnique des Ouïghours. L'entreprise en intelligence artificielle travaille aussi avec le ministère chinois de la sécurité publique en aidant à construire une base de données utilisée pour surveiller le public. Le professeur Sieh affirme que les entreprises technologiques chinoises se battent actuellement pour survivre suite aux mesures répressives des États-Unis sur les questions de propriété intellectuelle. 400 milliards de dollars de réserves de change ne figurent pas dans les données officielles du régime chinois. Pourquoi les chiffres ne concordent pas? Réponse en images. Le régime chinois fait l'éloge de l'excédent commercial record de la Chine l'année dernière, et ce malgré les conséquences du virus du PCC sur le commerce mondial. L'excédent commercial signifie que la Chine a exporté plus de marchandises qu'elle n'en a importées. Cela est censé faire bondir de 500 milliards de dollars les réserves de change du pays, mais cela n'a pas été le cas. Les données de la Banque centrale chinoise montrent que les réserves de change n'ont augmenté que d'un peu plus de 100 milliards de dollars. Cela a soulevé des discussions en ligne. Où sont passés les 400 milliards de dollars? La Chine possède la plus grande réserve de devises étrangères du monde, mais il est toujours essentiel pour Pékin de maintenir un certain nombre de réserves. En effet, le pays dépend de ces réserves pour importer des biens essentiels, notamment des céréales, du pétrole et des puces à semi-conducteurs. Le régime chinois exerce un contrôle étroit sur les devises. Les exportateurs vendent généralement les devises étrangères qu'ils ont gagnées aux banques commerciales chinoises. Les banques commerciales vendent ensuite la majeure partie de l'argent à la banque centrale. Les devises de la banque centrale ainsi que le petit montant conservé par les banques commerciales constituent les réserves de change de la Chine. Les chroniqueurs chinois ont suggéré quelques raisons possibles pour lesquelles ces chiffres ne concordent pas. Cela pourrait être dû au fait que certains excédents de marchandises douanières ne sont pas encore remis à la Chine et qu'une partie de l'argent peut être détournée par les banques commerciales pour des investissements à l'étranger. Mais il manque encore une somme énorme. Selon les données de la balance de paiement de la Chine au cours des 3 premiers trimestres de 2020, plus de 100 milliards de dollars de revenus du pays ont été comptés comme des erreurs et des omissions, et seulement 2% des revenus ont été transformés en réserves de change. Les chiffres économiques de la Chine sont notoirement inexacts. Même le régime lui-même a ouvertement admis avoir falsifié les statistiques, mais il rejette généralement la responsabilité des erreurs sur les autorités locales. Un groupe de réflexion américain a estimé précédemment que le régime chinois surestimait son PIB d'environ 2 points de pourcentage chaque année. Et un récent rapport de la Réserve fédérale de New York montre que les données officielles de la Chine sont souvent incroyablement uniformes dans le temps par rapport aux données authentiques. Les experts affirment que lorsque les médias et les analystes occidentaux citent des données officielles, les inexactitudes ont de larges implications pour les investisseurs et les entreprises qui font des affaires avec la Chine.
2 victimes de passage aux aveux sous la contrainte en Chine disent être soulagées après que le Royaume-Uni ait retiré les droits de diffusion à un média contrôlé par le PCC. Peter Humphrey célèbre la décision du régulateur de télédiffusion britannique d'exclure la société de diffusion d'État chinoise CGTN. En voyant la licence être retirée aujourd'hui, c'est une grande victoire. Pas seulement pour moi, mais aussi pour toutes les victimes de ce type d'abus. Pour beaucoup de Chinois. La CGTN a diffusé les aveux forcés de Humphrey, filmés lors de ses 2 ans d'emprisonnement en Chine. Humphrey affirme qu'il était drogué, ligoté à une chaise et détenu dans une cage pendant l'interrogatoire. Il a ajouté que la CGTN, qui diffuse en anglais, a complètement déformé la réalité dans son reportage. Humphrey affirme que son fils, alors âgé de 18 ans, a été traumatisé par ce qu'il a vu. Ils veulent influencer la perception que le monde a de la Chine et ce qui s'y passe. Ils manipulent ce qu'ils mettent dans leurs reportages. C'est de la pure déformation et des mensonges. Le régulateur de télédiffusion britannique justifie l'interdiction de diffusion de la CGTN par le fait que celle-ci est entièrement contrôlée par le PCC. Les lois britanniques de télédiffusion ne délivrent en effet pas de licence à des entités politiques. La CGTN, qui a son siège européen à Londres, a critiqué cette décision comme ayant été influencée par des organisations d'extrême droite et anti-chinoises. La décision de l'autorité britannique de retirer la licence à la CGTN est historique. Et il est clair que le porte-parole du régime totalitaire communiste chinois n'aura plus d'audience au Royaume-Uni. Cheng a été enlevé en 2019 pour se voir extorquer des informations sur les protestataires à Hong Kong. Il affirme qu'il a été torturé et forcé d'avouer sous la contrainte d'avoir sollicité de la prostitution. Cheng affirme qu'il a été choqué en regardant ses aveux forcés sur la chaîne CGTN. Humphrey espère que le régulateur britannique de télédiffusion infligera des sanctions à la CGTN suite à sa plainte et à celle de Cheng. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange Canal 548, Free 799, SFR 921 et Bouygues 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr.